Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à nos participants en salle. Je vois qu'on a beaucoup d'étudiants, même des collègues. C'est un plaisir de vous accueillir. Je veux souhaiter également la bienvenue à nos participants en ligne à cet événement. Je me présente, Cynthia Duclos. Je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et directrice du laboratoire en droit des services financiers. Aujourd'hui, avec ma collègue Maître Gauthier, qui est associée chez Steinman, on vous présente une conférence sur le cadre juridique de l'assurance pour animaux de compagnie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter un peu la genèse de la conférence d'aujourd'hui. Pourquoi on en vient vous parler de ce sujet-là? Et je trouvais ça pertinent parce qu'au laboratoire en droit des services financiers, on a une volonté qu'il y ait une synergie entre la recherche qu'on fait, la diffusion du savoir des événements comme aujourd'hui et l'enseignement qu'on fait à nos étudiants. Et ce sujet-là, c'est un bel exemple de réussite, de construction de la recherche par les trois secteurs. D'abord, l'idée est venue dans le cadre de la clinique juridique en droit des services financiers où il y a maintenant, donc c'était la première année, en 2023, on a eu 2 dossiers avec les étudiants qui touchaient l'assurance pour animaux de compagnie. Donc, dans cette clinique-là, nos étudiants du baccalauréat vont analyser des dossiers de plainte des consommateurs qui sont reçus à l'Autorité des marchés financiers. Puis on voyait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. On se questionnait beaucoup sur quels sont ces types de contrats, quel cadre juridique est applicable. Et on a aussi réalisé qu'il n'y avait pas d'écrit sur la question. Alors, partant de là, j'ai contacté ma collègue. Je dis, il faut qu'on organise quelque chose pour réfléchir à ce sujet-là. On a contacté des gens de CAA. On a également un représentant de l'Autorité des marchés financiers qui s'est joint à nous. Et on a organisé en septembre 2024 un midi causerie, lors duquel on vous a présenté nos premières réflexions qui portaient sur ce sujet-là. Je pense qu'à ce moment-là, on avait beaucoup plus de questions que de réponses. On espère avoir un petit peu plus de réponses. Encore beaucoup de questions. Ouais. Aujourd'hui, à vous présenter. À la suite de ça, il y a eu beaucoup plus de discussions du sujet dans les médias. Alors, il y a eu des articles qui suivaient notre midi-causerie. On en est bien content. Mais il y a aussi divers articles dans différents médias qui parlaient de ce produit-là. Alors, est-ce qu'on est l'étincelle qui a lancé le sujet? On ne le sait pas. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place. Et ça nous a amené à vouloir pousser un peu la réflexion et à rédiger un article pour les développements récents en droit des assurances qui a été publié en décembre 2025, dans lequel on allait présenter un peu les résultats de nos recherches, le cadre juridique qui touche l'assurance pour animaux de compagnie, quel était-il ou quel pouvait-il être puisqu'il y a encore des zones grises dans le cadre de ce sujet de droit. Alors voilà, c'est un peu une belle façon de vous montrer comment, au sein de l'université, l'enseignement des étudiants peut mener à de la recherche, puis aujourd'hui, à une conférence pour vous présenter nos résultats. Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est très simple. On s'est basé principalement sur l'article qu'on a publié. Donc, on va vous présenter nos principaux résultats. Sur certains aspects, on va aller un peu plus loin. Et les principaux points, c'est qu'on va regarder les caractéristiques de l'assurance pour animaux de compagnie. On va s'intéresser à son cadre juridique dans le contexte du Code civil du Québec. On va regarder son encadrement dans la régulation financière. Et bien sûr, on va finir avec une petite conclusion et peut-être dans des pistes de réflexion, des recommandations pour bonifier le cadre actuel. Alors, je vous apprendrai rien en vous disant que les animaux de compagnie, ça occupe une place importante dans nos vies. Il y a un fort pourcentage de ménages canadiens qui ont un animal de compagnie. Ça leur apporte beaucoup de bonheur et plus encore. Mais ces belles petites bêtes ont parfois des coûts qui sont liés à ça. Pensons notamment aux frais vétérinaires, qui peuvent être quand même assez importants là, dans le cadre d'une année. Alors, pour pallier ces frais-là, il y a un produit qui a été lancé, qui est l'assurance pour animaux de compagnie. Donc, bien simplement, c'est un contrat dans lequel l'assureur, moyennant une prime, va s'engager à couvrir certains frais de santé ou encore pour le bien-être de l'animal. C'est un produit qui est encore relativement marginal au pays. Les données les plus récentes parlent d'un peu moins de 4 des propriétaires d'animaux qui détiennent ce produit-là. Mais c'est un marché qui est en croissance. On parle d'une croissance de 15 année sur année depuis la pandémie, là où il semble y avoir un intérêt certain pour avoir plus d'animaux de compagnie à la maison. Il y a peut-être une corrélation, ce serait à voir. Il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, c'est un produit qui est plus répandu. 90 des animaux
En Suède, qui sont assurés. On parle de plus de 20 au Royaume-Uni, en Finlande, en Allemagne. Donc, on voit que le marché canadien pourrait encore prendre un peu plus d'espace. Et c'est là qu'on voyait un intérêt à aller gratter ce sujet-là. On aime les animaux, on voit qu'il y a un marché pour l'assurance. Et comme juriste, ce qui a vraiment retenu notre attention, c'est la qualification juridique de ce produit. Et nous, on voyait un intérêt, mais on voit que l'intérêt est là aussi. À chaque fois qu'on donne une présentation, il y a toujours un très bon taux de participation. Les gens posent des questions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche le quotidien des gens. On voit qu'il y a vraiment un intérêt grandissant pour ce sujet-là. Donc, à suivre. Vous allez voir dans nos petites pistes à la fin, on a des ouvertures pour voir quelle pourrait être la suite des choses. Donc, je reviens à la qualification juridique du produit. Aujourd'hui, je commence par la fin. Donc, je vous l'annonce d'emblée, c'est un produit qui relève de l'assurance de dommages, plus spécifiquement de l'assurance de biens. Et pourquoi cette qualification-là, je ne dirais pas nous laisse perplexe, mais retient notre attention, puis d'où elle vient? Bien, pour ça, il faut faire un petit pas de recul. Alors, je vous amène en 2015, quand il y a eu l'adoption de la loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal. À ce moment-là, on a ajouté un article dans le Code civil. Puis on va le regarder ensemble parce que c'est pertinent. Alors, l'article 898.1, au premier alinéa. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Deuxième alinéa. Les dispositions du présent code, ici on est dans le Code civil, et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. Alors, voyez-vous, il y a une dichotomie. D'un côté, on est clair, les animaux ne sont pas un bien, ce sont des êtres vivants. Puis, de l'autre côté, le cadre juridique qu'on va leur appliquer en assurance, c'est le même que pour l'assurance habitation, l'assurance automobile et l'assurance responsabilité civile. Et c'est vraiment cette dichotomie-là, qui nous intéresse et ses répercussions sur le cadre juridique. Alors, c'est là l'intérêt, je pense, de la conférence d'aujourd'hui et de la recherche qu'on a fait. On va vraiment essayer de comprendre comment ces produits-là qui touchent une personne, pas une personne, je m'excuse, un être vivant, peuvent trouver application dans le contexte de l'assurance de dommages. Alors, Cynthia a bien mis les bases de peut-être la difficulté qu'on a avec ou qu'on voit avec ce produit-là. C'est un produit en assurance de biens, en assurance de dommages, mais qui s'applique à un être vivant. Donc, l'objectif de ce produit-là, bien évidemment, c'est d'offrir une espèce de qualité d'esprit au propriétaire de l'animal, parce que oui, on utilise le terme propriétaire. Oui, l'animal n'est pas un bien, mais officiellement, on peut l'acheter, le vendre. On doit évidemment respecter ses impératifs biologiques et lui donner les soins requis. Mais en principe, on va lui appliquer certains principes qu'on pourrait appliquer à d'autres biens non vivants. Donc, on va voir plus loin qu'en appliquant un contrat d'assurance, bien, ça pourrait entraîner des résultats saugrenus selon la façon dont les contrats sont appliqués par les assureurs ou selon la façon dont les contrats sont souscrits par les propriétaires. Donc, l'objectif, comme je vous disais, c'est d'avoir une certaine gestion de son risque au niveau des frais médicaux qui pourraient être nécessaires là, pour les soins de l'animal. Et ce qu'on va voir aussi en détail, c'est que les garanties qui sont offertes sur le marché varient énormément d'un contrat à l'autre, d'un assureur à l'autre. C'est assez difficile de comparer les produits qu'il y a sur le marché, particulièrement pour un consommateur. Donc, il y a une panoplie de garanties. On peut couvrir des soins de santé, dans certains cas, des soins de santé récurrents, préventifs ou non. Comme tout produit d'assurance, bien évidemment, on a une prime qui va être établie en fonction des garanties que le consommateur va décider de souscrire. Puis, certains assureurs, pour toutes sortes de raisons, vont offrir des options de personnalisation. Donc, vraiment de choisir des types de soins qui vont être couverts, que ce soit par avenant ou autrement, ajuster le montant de la franchise, prévoir une coassurance, on va le voir en détail. Donc, il y a vraiment une panoplie de produits sur le marché, puis ça dépend essentiellement de la prime que le consommateur est prêt à payer. De façon générale, on va venir couvrir les frais qui découlent d'un accident, dans certains cas d'une maladie,
Mais encore une fois, le texte des contrats va varier énormément. Évidemment, normalement, les frais usuels, donc les frais, je vais dire, d'entretien d'un animal ne seront pas couverts. Par contre, il y a certains contrats qui offrent ces frais-là, que ce soit la vaccination ou autre. Donc, vraiment, là, la panoplie des frais couverts, c'est immense et on varie énormément d'un contrat à l'autre. Je vois Cynthia qui me pointe, effectivement, il y a un article qui a été rédigé par le magazine L'Actualité qui date du 10 mars dernier, donc c'est tout récent. Et il y a une étude assez approfondie qui a été faite au niveau de différents contrats offerts sur le marché, qui a comparé les prix pour différents types d'animaux, différentes étendues de couverture. Donc, on n'entrera pas évidemment en détail aujourd'hui, on a seulement 1 heure, mais pour ceux qui veulent plus d'informations, ça pourrait être un bon outil pour aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Là. Puis c'est tout frais, là. On parle il y a à peine 1 mois. Préciser oui? Que les données que tu nous présentes viennent d'un certain nombre de contrats qui ont été étudiés aussi. Exactement. Dans le cadre de la rédaction de l'article, évidemment, notre présentation est basée beaucoup sur la présentation de développement récent en assurance. On a fait l'analyse de 8 contrats, dont 5 qui étaient distribués au Canada et au Québec. En fait, évidemment, les contrats qui sont actuellement disponibles, c'est beaucoup des assureurs ontariens, canadiens, américains. C'est un produit qui est plus répandu aux États-Unis, mais qu'on voit arriver vraiment sur le marché québécois. Donc, plusieurs assureurs vont souscrire par le biais de ces contrats-là. Donc, il y a quand même une adaptation aussi à faire là, au niveau du Code civil. Puis, on va le voir. Évidemment, on n'analysera pas l'ensemble des clauses, mais on va voir un peu là, où ça pourrait accrocher au niveau du Code de notre côté. En termes généraux, évidemment, le contrat d'assurance a certaines caractéristiques qui pourraient s'apparenter au contrat d'assurance de personne. C'est-à-dire que, chaque contrat va couvrir vraiment un seul animal identifié. Il y aura une analyse de risque qui sera faite par l'assureur. Dans certains cas, on va demander le dossier médical de l'animal. Donc, on vient un peu appliquer des principes qu'on va appliquer normalement en assurance de personne. Dans le cas du contrat d'assurance d'un animal de compagnie, l'assuré nommé, ce sera le propriétaire. Ce sera pas nécessairement l'animal. Mais à ce moment-là, l'animal devient en quelque sorte le bénéficiaire de l'assurance. C'est lui qui va recevoir les soins. Donc, on a encore une fois un mode en quelque sorte hybride. Donc, chaque animal, évidemment, va avoir son contrat. On ne pourra pas transférer d'un animal à l'autre, d'un chat à l'autre ou d'un chien à l'autre. C'est vraiment un risque qui est analysé pour chaque animal parce que, évidemment, chaque animal de race différente, d'âge différent, va présenter un risque qui ne sera pas nécessairement le même. Certains contrats vont exiger un âge minimal pour être souscrit ou maximal parce qu'évidemment, un animal n'a pas la même espérance de vie non plus qu'un humain. Donc, un animal d'une dizaine d'années pourrait être plus difficile à assurer ou assurer moyennant une prime plus élevée. Donc, on va vraiment varier au niveau de l'analyse de risque dans le cadre des assureurs. En termes d'âge minimal, on parle d'aussi peu que 6 à 7 semaines dans certains cas. Âge maximal, souvent, on va voir du 10 à 14 ans selon le type d'animal ou selon la race qui est envisagée. Et ça, encore une fois, ça varie énormément d'un assureur à l'autre et, encore une fois, d'un animal à l'autre. Donc, les principes généraux, on parle de ces éléments-là. Maintenant, qu'est-ce qui va être couvert? Encore là, ça varie énormément. On vous fait un peu un topo général. Donc, à droite, vous avez des éléments qui seront couverts de façon générale. Donc, les frais vétérinaires qui sont liés à une maladie, une blessure ou un accident, ce qui est le plus évident. Dans certains cas, on va venir couvrir seulement blessure ou accident. Donc, la maladie, on ne le couvre pas nécessairement. Donc, on va voir un petit peu plus loin pourquoi. La définition de ces termes-là, maladie, blessure, accident, va varier selon les contrats. Mais souvent, on va venir inclure
tout ce qui est consultation vétérinaire, on parle de radiographie, de chirurgie lorsque nécessaire, des frais d'hospitalisation, c'est souvent ce qui va être très élevé dans le cas des animaux de compagnie, les médicaments évidemment qui seront prescrits par le vétérinaire en lien avec la condition, frais d'imagerie médicale et autres frais de tests nécessaires en lien avec la blessure ou l'accident. Et ensuite, on a des frais et des services connexes. Et là, on a vraiment une variété, on a une certaine créativité du côté des assureurs. Parfois, pour des raisons marketing, on peut peut-être ajouter certains éléments particuliers. Mais de façon générale, les contrats vont offrir une couverture pour des frais complémentaires. On voit dans certains cas des frais de pension lorsque le propriétaire est hospitalisé. Donc, si le propriétaire a des ennuis de santé, ne peut pas s'occuper de son animal puisqu'il est à l'hôpital, dans certains cas, les frais de pension vont être couverts par l'assurance de l'animal de compagnie, qui est un petit peu particulier. On a un assuré nommé qui est effectivement le propriétaire, donc c'est peut-être ce qui ouvre la porte à cette garantie-là. On a aussi des frais d'annulation de vacances en cas de blessure ou de maladie de l'animal. Donc, si le propriétaire ne peut pas finalement faire son voyage escompté en raison d'un accident qui vise son animal, ben il y a peut-être des frais qui seront remboursés par l'assureur. Des frais d'incinération, des frais d'enterrement qui seront couverts dans certains cas. On a vu aussi d'autres frais, exemple un assureur qui donne des frais qui donne des sous à une fondation au décès de l'animal. On a un contrat qui offre qu'un arbre sera planté aux frais de l'assureur lors du décès de l'animal. Donc, il y a toutes sortes de petits frais connexes comme ça qui sont présents dans certains contrats. Donc, c'est vraiment important de valider, là, mais il y a une variété incroyable de frais et services connexes là, qui peuvent être couverts dans les contrats. Autre type de soins, on va voir dans certains contrats par avenant ou autrement les traitements qualifiés de thérapie parallèle. Donc, il y a certains soins là, qui seront un peu en périphérie des conditions ou des incidents qui surviendront, des frais de réadaptation ou autres qui seront couverts. Par contre, beaucoup de contrats vont venir exclure les thérapies qu'on dit expérimentales. Donc, ce qui ne sera pas nécessairement reconnu de façon générale auprès de la communauté scientifique ou vétérinaire. Un peu comme dans le cas des humains, là, certaines tentatives là, de traitement pourront être exclues par l'assureur. Et là, ben, reste à voir comment tout ça pourrait être interprété par les tribunaux. Évidemment, il n'y a pas de jurisprudence à cet effet-là, mais sachez que thérapies dites expérimentales, souvent, vont faire l'objet d'une exclusion. Ce qui fera l'objet d'une exclusion aussi souvent, vous l'avez à gauche, de façon générale, les soins préventifs et les soins dentaires. Par contre, ce seront souvent des garanties additionnelles qui seront offertes, notamment les soins dentaires. Puis encore une fois, on peut faire un parallèle avec l'assurance de personnes. Donc souvent, on voit la même chose là, pour les humains. Les soins dentaires, ben, on a une garantie complètement distincte là, qui va couvrir ça. Au niveau des soins préventifs, ben, tout ce qui est vaccination, tout ce qui est vermifuge, dépistage, contrôle des puces, certains assureurs vont offrir ces produits-là. Par contre, évidemment, la prime est ajustée en conséquence. Donc, tout dépendant, encore une fois, des intérêts ou des besoins du propriétaire de l'animal. Il y a aussi certains soins spécialisés qui vont être offerts à titre de garantie. On peut penser à des traitements contre le cancer, donc de l'oncologie au niveau vétérinaire, des interventions orthopédiques d'envergure, des soins intensifs. Donc, dans certains cas, ce ne sera pas couvert par le contrat de base, mais offert à titre de garantie additionnelle. Encore une fois, il n'y a pas de limite quant à la prime qu'on peut payer, tout dépendant du produit qu'on est disposé à acheter. Toujours en termes généraux, dans les caractéristiques de l'assurance pour animaux de compagnie, on va souvent avoir une franchise annuelle qui va être prévue. Évidemment, tout ça permet de réduire la prime. On va voir souvent entre 100 et 700 $ selon le type d'animal, la catégorie d'âge et, bon, évidemment, la prime que le consommateur souhaite payer. Dans certains cas, il y aura aussi application d'une coassurance, donc une certaine portion des soins qui seront dans tous les cas assumés par le propriétaire, toujours dans l'optique de réduire la prime. Souvent, on va voir un pourcentage de 20 %. Donc, les
les 20 premiers pourcents seront assumés par le propriétaire et tout le reste sera couvert par l'assureur dans l'optique de réduire notre prime. Au niveau de la durée de la couverture, souvent, on va voir une couverture sur une base annuelle. Et le deuxième élément au niveau des délais, c'est un point aussi qu'on voulait vous souligner parce qu'on voit encore une fois un parallèle entre l'assurance de dommages et l'assurance de personnes. Plusieurs contrats vont prévoir des délais de carence, des périodes d'attente, des périodes moratoires, là, selon le terme qui sera utilisé dans le contrat, ce qu'on voit normalement dans des contrats d'assurance de personnes. Parce que, bon, encore une fois, on parle de frais ou d'indemnité en cas de maladie pour un être vivant. Donc, le produit qui est offert est vraiment, oui, le cadre juridique, c'est l'assurance de dommages, mais le produit qu'on observe est vraiment à cheval entre l'assurance de dommages et l'assurance de personnes. Parce qu'évidemment, comme on a un être vivant, bon, on importe certains concepts de ce deuxième type d'assurance-là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'enjeu. Par contre, les dispositions du Code civil qui s'appliquent, en principe, ce sont celles de la section de l'assurance de dommages. Il y a une couverture qui sera offerte également à l'étranger. Donc, ce n'est pas une assurance voyage, mais dans certains cas, les contrats vont venir couvrir les blessures ou les accidents qui vont survenir à l'extérieur du pays. Et encore une fois, il y a beaucoup de variations entre les différents contrats. Dans certains cas, on va venir couvrir États-Unis, Canada. Dans d'autres cas, on voit des pays spécifiés. On a vu États-Unis, Canada, Australie. Donc, tout dépendant de votre contrat, si vous avez de la famille dans un pays XY, peut-être voir jusqu'où votre couverture est prévue. Je n'ai pas vu pour l'instant d'extension prévoyant de la couverture dans des pays spécifiés tels que demandés par le consommateur, mais je présume que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être convenu avec l'assureur moyennant, encore une fois, une prime, mais c'est important de voir au niveau du contrat de base qu'est-ce qui est offert. Donc, au niveau de l'étendue territoriale, ben c'est vraiment de voir jusqu'où va notre couverture en fonction des déplacements qu'on peut faire avec notre animal. Au niveau des frais, par contre, qui pourraient être indemnisés, c'est toujours important de garder en tête que le montant d'assurance demeure en dollars canadiens. Donc, même si les soins sont donnés aux États-Unis ou en Australie, bien, ça peut avoir un impact sur le montant d'assurance requis. Comme dans tout contrat d'assurance, évidemment, il y a des limitations, il y a des exclusions. Bon, certaines exclusions générales, d'autres plus spécifiques. Dans les exclusions générales, ce qu'on veut vous soulever plus particulièrement, et en fait, c'est ce qui a fait l'objet de quelques décisions jurisprudentielle. Donc, on a la condition préexistante. C'est vraiment l'exclusion la plus fréquemment remise en question parce qu'évidemment, il y a un gros volet factuel à l'application de cette exclusion-là. Évidemment, tout dépendant des conditions, de la condition de santé de l'animal, certains assureurs vont indiquer qu'il y avait des signes précurseurs ou qu'il y avait des symptômes déjà vécus par l'animal avant la souscription du contrat. Donc, on peut penser, il y a peut-être 5 ou 6 décisions qui ont été rendues, toujours aux petites créances pour l'instant. Donc, on peut penser à une torsion gastrique qui entraîne des frais importants. Et là, dans un cas, l'assureur avait tenté de soulever le fait que l'animal avait déjà eu auparavant des indispositions au niveau intestinal. Donc, dans ce cas-là, la Cour avait dit, non, la torsion gastrique, le simple fait d'avoir des enjeux intestinaux, là, il n'y a pas nécessairement de lien de cause à effet. Mais encore une fois, ça va dépendre à chaque fois de la preuve qui sera administrée. Donc, la preuve qui sera administrée soit par le médecin traitant, mais le vétérinaire traitant ou une preuve même par expert dans certains cas qui sera administrée. On voit aussi comme exclusion les conditions bilatérales. Donc, on va venir exclure, exemple, s'il y a un cataracte à un œil, on va venir exclure l'autre œil. Même chose pour les pattes, les genoux, les hanches. Donc, certains contrats vont prévoir cette exclusion-là. Les accidents récurrents. Lorsque, l'exemple peut-être le plus flagrant, certains chiens ont tendance à ingérer
des substances, en fait des objets littéralement. Donc, dans certains contrats, on va voir qu'au bout de 3 événements ou au bout de 2 événements, on va l'exclure puisque c'est un événement qui est récurrent. Et bon, évidemment, on va exclure la faute intentionnelle, ce qui est prévu au code, on pourra le voir plus loin, puis on va exclure également l'usage abusif. Il y a certains usages même nommés dans certains cas, dans certains contrats qui seront exclus. Évidemment, si le chien fait des courses, si le chien est utilisé à des fins commerciales, si le chien est utilisé, je parle de chien, mais ça peut être tout autre animal, utilisé à des fins de reproduction. Donc, il y aura certaines exclusions. Sachez également que les animaux clonés sont exclus ou les activités de clonage sont exclues, probablement pour des raisons évidentes. Donc, il y a toutes sortes d'exclusions comme ça qu'on voit peut-être pas nécessairement dans les autres contrats et qui vaudra la peine de se pencher. Exclusion spécifique. Bon, exclusion générale, quand on dit conditions préexistantes, comme je vous disais, bon, c'est assez général, ça peut porter beaucoup à interprétation. C'est ce qu'on voit dans la jurisprudence. Il y a certaines exclusions spécifiques qui sont assez claires. Donc, on va exclure les soins esthétiques de l'animal, les traitements liés à la reproduction. On va exclure les frais de stérilisation. Bon, je vous parlais des soins dentaires tout à l'heure qui seront couverts en vertu d'une autre garantie. On va venir exclure les frais liés au comportement destructeur ou agressif de l'animal. Donc, dans certains cas, la thérapie ou autres seront exclus. Donc, vraiment, il y a une panoplie de limitations et d'exclusions qu'il y a lieu de consulter parce qu'encore une fois, il y a quand même une bonne variation dans le texte des différents contrats qui sont offerts. Donc, on vous le disait tout à l'heure, bon, ce sont les dispositions de l'assurance de dommages qui s'appliquent. Bon, la difficulté qu'on pourrait avoir, c'est que, bon, le chapitre des assurances est un chapitre qui est d'ordre public. Donc, toute clause qui accorde moins de droits au titulaire du contrat sera considérée comme étant nulle. Donc, dans certains cas, peut-être qu'un assuré pourrait invoquer le fait que l'espèce de chevauchement entre les deux régimes fait en sorte qu'il dispose de moins de droits que ce qui est prévu au code. Mais dans tous les cas, tout ce qui est le caractère indemnitaire de l'assurance, les questions d'aggravation de risque, la déclaration du risque ou la déclaration de sinistre, le paiement de l'indemnité, la résiliation du contrat, tout ça est prévu au code et il y a des divergences entre les deux régimes, donc entre le régime de l'assurance de dommages et de l'assurance de personnes. Donc, ça peut entraîner certaines, je vais dire réflexions, mais certains enjeux là, selon la façon dont tout ça sera interprété. On débute à la souscription du risque. Bien évidemment, en cas de fausse déclaration, il peut y avoir un enjeu. La difficulté, c'est qu'évidemment, l'animal ne parle pas. Donc, il ne peut pas divulguer sa propre condition. Ce sera au propriétaire de divulguer à l'assureur, justement, est-ce qu'il y a des conditions préexistantes? Est-ce qu'il y a des diagnostics qui ont déjà été portés? La conduite de l'animal, là, comment tout ça se passe. Donc, il y a des questions, évidemment, qui seront posées par l'assureur. Et en cas de fausse déclaration, il peut y avoir certaines conséquences. Donc, on peut procéder à l'annulation du contrat. Et là, évidemment, il peut y avoir des enjeux parce que l'incident peut être déjà survenu. L'animal attend de recevoir ses soins. Et là, l'assureur, on fait enquête et on pense peut-être annuler la police. Donc, il peut y avoir des enjeux comme c'est un animal, c'est un être vivant. Il y a des délais et tout ça. Donc, ça peut entraîner certaines problématiques. Au niveau de l'aggravation du risque, donc en cours de contrat, il peut y avoir aussi certaines difficultés parce qu'en principe, au niveau de l'aggravation, ce que l'assuré doit divulguer, ce sont les circonstances qui aggravent le risque et qui résultent de ces faits et gestes. Donc là, on est en présence d'une assurance de biens. Si la situation, la condition médicale de l'animal se détériore en cours de contrat, ou si l'animal, commence à avoir une conduite différente en cours de contrat, théoriquement, ce ne serait pas à divulguer comme étant une aggravation, puisque ça ne résulte pas des faits et gestes de l'assuré. D'un autre côté, si en cours de contrat, l'assuré, le propriétaire, commence à utiliser l'animal à des fins commerciales,
commence à lui faire des courses, commence un programme de reproduction. Bien, ce sont des éléments qui aggravent le risque et qui résultent des faits et gestes du propriétaire. Donc, ce sera à ce moment-là à divulguer, ce qui n'aurait peut-être pas à être divulgué en cours de contrat dans le cas d'une assurance de personne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on vous a référé à 2411 dans le cas où il y a un enjeu au niveau des déclarations ou des divulgations qui sont faites par l'assuré. Il peut y avoir des conséquences. Donc, à moins de mauvaise foi de la part du propriétaire qu'il y ait une divulgation là, au niveau du risque qui fait en sorte que l'assureur n'aurait pas accepté le risque, ben, l'assureur va être tout de même tenu de l'indemnité en proportion de la prime qu'il aurait chargée. Donc, tout ça s'applique normalement en assurance de dommages. Donc, du côté de l'assurance de personnes, bien évidemment, en cours de contrat, au niveau de l'annulation, ben, c'est un petit peu différent. Donc, ça pourrait entraîner des problèmes à plus ou moins long terme là, si on joue encore sur les deux régimes. Donc, on arrivait au sujet de la résiliation. Ben, au niveau de 2477, en matière d'assurance de dommages, l'assureur peut résilier le contrat à sa discrétion par simple avis de 15 jours. Donc, en cours de contrat, l'assureur pourrait, en vertu de 2477, décider de mettre un terme au contrat. Encore une fois, on n'a pas les mêmes dispositions en assurance de personne. Il y a une certaine protection de l'assurabilité. Même en cas de non-paiement de la prime en assurance de personne, il y a possibilité de remettre en vigueur le contrat en vertu du code. Donc, encore une fois, le fait d'appliquer l'assurance de dommages à un être vivant peut avoir certains enjeux, tant pour l'animal que pour le propriétaire. Là, pour le propriétaire, c'est plus financier, mais l'animal, encore une fois, qui est dans l'attente de soins, ça peut poser problème et le propriétaire peut se retrouver un peu dépourvu là, ayant un enjeu au niveau de l'annulation de son contrat en cours de route. On est toujours dans les enjeux ou dans les problématiques. Un autre enjeu concerne le vice propre du bien. Donc, en principe, le Code prévoit que l'assureur n'est pas tenu d'indemniser le préjudice qui résulte des freins de diminution ou perte du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci. Bon, là, on a un bien qui est un être vivant. Est-ce que cet être vivant-là, qui souffre d'une maladie chronique, est-ce que c'est un vice du bien? La question se pose. Pour l'instant, on n'a pas vu d'interprétation de cette nature-là. Par contre, théoriquement, c'est ce qui est prévu au code. Et si on applique bêtement, sans mauvais jeu de mots, les dispositions, ben en théorie, on pourrait ne pas couvrir finalement le vice propre du bien. Évidemment, l'objectif d'un contrat d'assurance de dommages est normalement de couvrir un événement imprévu, donc tout ce qui est accident. Donc, dans le cas de l'assurance des animaux de compagnie, bien, on est encore à cheval un peu entre les deux régimes, c'est-à-dire qu'on va venir couvrir, oui, les événements imprévus, les blessures, les accidents, mais dans certains cas, on va venir couvrir les maladies chroniques ou les maladies ou les problèmes de santé inhérents de l'animal. Alors, on est encore une fois à cheval entre les deux régimes. Donc, dans certains cas, on voit que en l'absence d'un déclencheur externe, donc d'un accident, il n'y a pas de couverture. Donc, pour les maladies, on ne va pas couvrir nécessairement ce que l'animal subit. Mais encore une fois, on est vraiment dans une zone grise. Dans certains cas, c'est très factuel. Dans certains cas, en fait, la maladie va causer un accident. Donc, on l'a vu en jurisprudence. Dans un cas, on avait un enjeu au niveau des hanches et cette maladie-là a entraîné une chute de l'animal. Donc, le propriétaire disait, ben écoutez, si c'est un incident, c'est une chute. L'assureur disait, ben non, la chute a été causée par le problème de hanche. Donc, dans ce cas-là, la Cour avait conclu, comme on ne couvrait pas la maladie dans ce contrat-là, la Cour avait dit effectivement, factuellement, avec la preuve que j'ai, c'est vraiment la condition médicale qui a entraîné l'accident. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas couvert. Donc, on ouvre quand même la porte à plusieurs interprétations, plusieurs décisions qui peuvent être rendues dans les prochaines années.
Une autre question concerne la subrogation. Donc, en principe, comme on est en assurance de dommages, l'assureur peut être subrogé dans les droits de l'assuré, dans ce cas-ci le propriétaire, et récupérer les pertes financières là, qui découlent de l'endommagement d'un bien, dans ce cas-ci peut-être de l'incident ou de la maladie de l'animal. Donc, les cas les plus évidents auxquels on peut penser, ce sont évidemment des tiers là, qui auraient blessé l'animal ou l'animal d'un tiers qui aurait blessé l'animal du propriétaire. Mais on peut aussi penser à des recours en responsabilité professionnelle contre les vétérinaires. Donc, en principe, certains assureurs pourraient être subrogés dans ces cas-là. La question se pose également au niveau de la maison de l'assuré, puisque, comme vous le savez, 2474 prohibe toute subrogation contre les personnes qui font partie de la maison de l'assuré. Si un animal est sous la garde d'un proche, du gardien d'un animal, d'un membre de la famille, bien évidemment, on va devoir se poser la question à savoir est-ce que la maison de l'assuré peut trouver application dans ce cas-ci. Encore une fois, on est en assurance de dommages. Un des gros points, un des gros éléments qui peut faire sourciller, c'est le remplacement du bien. On pose la question à plusieurs égards. Donc, 2494 donne essentiellement le droit au sauvetage à l'assureur, donc permet à l'assureur de réparer, reconstruire, remplacer le bien assuré. Donc, théoriquement, l'assureur pourrait décider de ne pas soigner l'animal, mais plutôt de le remplacer. Et là, parce qu'on est en assurance de dommages. Et là, se pose encore une fois la question, où est la ligne? Et en cas de remplacement, la deuxième question qui va se poser, c'est quelle est la valeur de cet animal-là? Pour l'instant, la jurisprudence, souvent en matière de remplacement d'animaux, ce sera en matière d'assurance commerciale, remplacement de bétail notamment. Je ne sais pas moi, une porcherie qui est incendiée, on va remplacer l'ensemble des animaux qui ont été malheureusement tués ou blessés parce qu'on est vraiment en assurance de biens purs. Là, dans ce cas-ci, on se disait que c'était probablement une question théorique en disant, ce ne serait pas commercialement viable pour un assureur de dire, on va remplacer votre animal si ça coûte trop cher le soigner. Mais on a vu dans un contrat justement que on amenait notre lecteur là, à cette conclusion-là en disant, écoutez, sachez que ce sont les dispositions de l'assurance de dommages qui s'appliquent au présent contrat, donc les prochaines clauses pourraient vous apparaître saugrenues, choquantes ou inquiétantes, mais voici ce que le Code prévoit. Et on mentionnait essentiellement que en cas de problématique, que l'assureur pouvait décider de remplacer le bien. Donc, c'est prévu dans certains contrats. Est-ce que ce sera utilisé comme clause? Encore une fois, il y a des enjeux commerciaux là, qui pourraient en découler, mais c'est ce que le droit prévoit actuellement. Donc, ils auraient théoriquement le droit de le faire, mais là, encore une fois, quelle est la valeur qu'on va attribuer à cet animal-là? La question demeure entière. À ton tour. Merci beaucoup, Jessica. Moi, je trouve ça fascinant. C'est moins mon expertise, le contrat en tant que tel d'assurance, mais je trouve que ça soulève des questions qui peuvent laisser le consommateur quand même là, dans un état confusion, mais quand même perplexe par rapport au produit qu'il a devant lui et comment est-il réellement couvert. Et dans le cadre de la clinique, sans donner de détails, c'était des enjeux liés aux conditions préexistantes également là, qu'on avait vu là, passer ce contrat-là. Moi, je vous sors du Code civil et je vous amène un peu plus dans mon domaine d'expertise, qui est la régulation financière. Parce que au-delà du contrat d'assurance, qui est encadré principalement par le Code civil, il faut savoir que les acteurs qui vont soit préparer ce contrat-là d'assurance ou encore le distribuer, eux, sont principalement encadrés par la régulation financière. Alors, on a d'abord les assureurs en tant que tels, qui sont encadrés. La loi, les règlements vont venir encadrer leur vie corporative comme entreprise, mais aussi toutes leurs activités qui relèvent de l'assurance. D'un autre côté, on a également des intermédiaires financiers. Donc, ceux qui vont intervenir dans la distribution de l'assurance pour vous offrir le produit, ou encore ceux qui vont intervenir dans le règlement des sinistres, comme les experts en sinistre, lorsqu'un sinistre arrive, qui sont encadrés par ces lois-là. Et c'est surtout ce deuxième
volet-là qui m'a interpellée et qui amène des enjeux en matière de protection des consommateurs. Alors, il faut se replacer. On est dans un contexte où on a des intermédiaires en assurance de dommages auxquels on demande de distribuer, de conseiller et d'intervenir dans le règlement des différends d'un produit qui, comme l'a très bien démontré Jessica, est analogue à l'assurance de personnes. Alors, je vais aller voir avec vous des exemples de ces enjeux-là qui sont soulevés. Le premier, on va débuter par la base. Pour normalement un assureur qui offre le produit d'assurance pour animaux de compagnie, comme tout autre produit d'assurance de dommages, on doit distribuer nos produits principalement, de façon traditionnelle, par des représentants en assurance de dommages. Alors, et leur cabinet. Donc, le représentant, il va offrir, conseiller, recommander des produits aux consommateurs. Et dans ses fonctions, il y a une obligation de convenance. Il est censé recommander au client le produit qui répond le mieux à ses besoins, à sa situation pour le consommateur. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on peut se demander quelles sont les exigences de formation, quelles exigences on demande aux représentants en assurance de dommages pour pouvoir exercer avec ce titre, puis est-ce que ça leur permet d'être bien outillés pour faire leur fonction au regard de l'assurance pour animaux de compagnie. Alors, débutons avec les exigences d'inscription, parce qu'un représentant en assurance de dommages, doit s'inscrire auprès de l'autorité des marchés financiers. Alors là, on va exiger une formation initiale qui porte principalement là, sur le domaine de l'assurance de dommages. On va lui faire passer des examens. Et quand on va analyser le contenu des formations qui sont offertes, le contenu des examens, des manuels qui permettent de préparer les gens aux examens, on réalise qu'il n'y a rien qui touche spécifiquement l'assurance pour animaux de compagnie. Si on poursuit notre examen, on va voir du côté de la formation continue. Les représentants en assurance de dommages ont des obligations de faire de la formation continue. C'est sous l'égide de la Chambre de l'assurance et ça, c'est bien prévu. Par contre, dans les règles de la formation continue, rien de spécifique les oblige à se former pour des produits émergents comme l'assurance pour animaux de compagnie. Ils pourraient toutefois décider de prendre des formations, un peu comme on font les avocats ou les notaires, sur ce sujet-là. Et quand on a regardé, il n'y a pas d'offre en ce moment par rapport à ces produits. Donc, on se ramasse dans une situation où le cadre de base n'offre pas la formation préalable ou l'expertise pour être capable d'exercer leur fonction. Donc, si je parlais de faire une recommandation par rapport à un produit qui est complexe, qui est peu standardisé, comme l'a montré Jessica. Alors, on peut se questionner, est-ce que dans ce contexte-là, la façon dont on les encadre permet de bien protéger le public? On peut quand même avoir un doute à ce sujet-là. S'ils n'ont pas l'information nécessaire, s'ils ne maîtrisent pas le produit, comment ils vont faire pour recommander le bon produit aux clients? On poursuit toujours dans le domaine de la distribution. Il faut savoir que c'est possible de distribuer de différentes façons des produits. Je parlais de la façon traditionnelle avec un représentant qui est inscrit auprès de l'autorité. Il y a aussi un mode de distribution qu'on appelle d'exception, qui est une distribution par des distributeurs. Alors, ce ne sont pas des représentants inscrits, donc qui ont fait leur formation initiale, leurs examens et de la formation continue, c'est autre chose. Et c'est une distribution qui se fait auprès des consommateurs sans conseil. Le régime est bien établi dans la loi, les règles sont claires et il y a des critères précis pour pouvoir être distributeur, donc pour qu'un assureur choisisse de distribuer son produit par nous plutôt que par un représentant inscrit. Alors, ces deux critères-là sont assez simples. D'abord, il faut que le fait de distribuer ce produit de l'assurance-là, ce ne soit pas notre activité première. Il ne faut pas que notre core business relève du domaine de l'assurance. Et ensuite, il faut que le produit qu'on va venir distribuer soit accessoire et lié au bien qu'on va vendre. Je donne un exemple assez simple. L'assurance voyage pour une agence de voyage. L'agence de voyage, son activité première, c'est pas dans le domaine de l'assurance. Et le produit d'assurance de voyage est directement lié au produit distribué par l'agence, c'est-à-dire le voyage. Alors, ça, c'est le cadre de base. Évidemment, la loi prévoit plusieurs mesures, mais nous, on va essayer de voir si dans l'assurance pour animaux de compagnie, ça pourrait être un régime qui est utilisé. En ce moment, on n'a pas répertorié de distribution de cette forme-là. C'est important de le mentionner, mais si le marché prend de l'expansion, c'est sûr qu'il y aura une réflexion autour de ça. On a identifié 2 joueurs potentiels qui pourraient être intéressés ou souhaiteraient peut-être être distributeurs. Le premier, pensons aux éleveurs ou aux animaleries. Alors là, si on regarde nos critères,
les animaleries, leur domaine d'activité ne relève pas de l'assurance. Et le fait de vendre une assurance pour l'animal qu'ils vont vendre, ben, c'est vraiment accessoire et lié à ce qu'ils font. C'est presque une garantie, comme chez Best Buy. Ça pourrait être vu comme ça. Donc, de prime abord, ça pourrait fonctionner. Donc, un assureur pourrait peut-être approcher un éleveur pour faire de la distribution. Bien sûr, il y a quand même un cadre juridique, je le répète, plus étendu et l'autorité des marchés ou le gouvernement pourrait décider que ce produit-là ne peut pas être distribué de cette façon-là ou par tel ou tel distributeur. C'est important de le comprendre, mais on va pousser un peu la réflexion. On va se demander si les cliniques vétérinaires, elles, pourraient pas être distributeurs quand on regarde l'état de droit. Alors, on reprend nos deux critères. Est-ce qu'une clinique vétérinaire relève du domaine de l'assurance? Non. Alors, on respecte le premier critère. Là où il y a des questionnements, c'est pour le deuxième critère. Est-ce que si une clinique vétérinaire, distribue de l'assurance pour animaux de compagnie, c'est accessoire et lié à un bien qu'elle a vendu? Là, c'est pas clair. Il n'y a pas de grandes recherches qui ont été faites sur le sens des mots accessoires et liés à un bien vendu. Moi, je pense que c'est questionnable de prime abord et probablement que ça reviendrait entre les mains de l'autorité des marchés financiers de voir si on considère là, que c'est possible dans les circonstances. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est souhaitable pour la protection du consommateur qu'on ait ce type de distribution-là pour l'assurance pour animaux de compagnie? Premier élément, moi, je soulève le fait que c'est sans conseil. Alors, pour un produit comme l'assurance pour animaux de compagnie, qui est relativement complexe, on a vu sa nature un peu hybride, mais aussi qui est très variable d'un contrat à l'autre, ne pas avoir de conseil pour le consommateur, est-ce que ça peut bien le servir? La question se pose. Donc, puisqu'il n'y a pas de conseil, cette distribution-là repose sur de l'information. Alors, il y a de l'information qui doit être remise au consommateur. D'ailleurs, les règles ont été resserrées autour de ça dans les dernières années, resserrées autour de ce que doit faire le distributeur et resserrées autour de ce que doit faire l'assureur pour s'assurer que le distributeur fait bien son travail. Mais encore là, on peut se demander, la personne physique qui, elle, va le distribuer, le produit d'assurance, est-ce qu'elle comprend bien pour donner la bonne information au consommateur? La question est vue, puis on n'est pas capable encore aujourd'hui de voir si le resserrement des règles permet d'assurer la protection du consommateur. Puis le dernier point que je veux porter à votre attention sur ça, gardons en tête que dans cette distribution-là, il n'y a pas d'obligation législative ou réglementaire de divulguer qu'on est en train de distribuer un produit sans conseil et que la personne qui le fait n'est pas un représentant inscrit et qualifié. Alors ça peut peut-être porter à confusion pour un consommateur qui pense peut-être être en train de recevoir du conseil, même si c'est pas nécessairement ça, pour acquérir un produit. Donc, mon point, c'est quand même une réserve qu'il faut se garder par rapport à ce type de distribution-là et que si on devait aller vers ça, il faudrait être vigilant. Je complète quelques mots sur la distribution en ligne du produit parce qu'en ce moment, la distribution en ligne de l'assurance pour animaux de compagnie, elle se fait le lieu. Là, vous pouvez faire le test si vous le souhaitez. Là, moi, durant ma fin de semaine, là, mon chien fictif, Chichi, là, a fait des soumissions à plusieurs plateformes en ligne qui offrent ce produit. Je voulais voir un peu comment ça fonctionnait. J'arrêtais juste avant de rentrer ma carte de crédit, quand même. Mais donc, cette distribution-là, il faut comprendre qu'elle est encadrée dans la loi comme la distribution traditionnelle. Donc, non, il n'y a pas de personne physique de base qui est en contact avec le consommateur, mais l'espace numérique est censé vous offrir toute l'information nécessaire et est soumis aux obligations de conseil et de convenance du produit. Alors, moi, quand j'ai fait mes démarches, je ne sais pas à quel point on permet par une interface où on vous propose 3 types de produits d'arriver à un service, disons, qui permet de répondre aux besoins du client comme on peut le faire quand on parle directement avec un représentant. Donc, c'est à voir si c'est un mode qui assure la pleine protection. Ce qu'il faut dire, c'est que quand le client a un doute, il peut en tout temps, dans ce mode de distribution-là, contacter un représentant. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder en tête. Dans les deux cas, régime de distribution avec un distributeur ou distribution en ligne, assurance pour animaux de compagnie ou autres produits, je dois vous avouer que ça soulève beaucoup de questionnements en termes de protection du consommateur. Et moi, c'est dans ma mire pour les prochaines années pour essayer d'aller au fond de ces éléments-là pour voir si le cadre est adapté et si on a trouvé le bon équilibre entre donner un accès plus facile aux produits d'assurance, qui est l'objectif de ces modes-là, et la protection du consommateur. Alors, j'arrête sur ces recherches-là. Et je vous amène sur mon dernier point rapidement, l'expert en sinistre. C'est un autre intermédiaire financier
qui entre en ligne de compte quand il y a un sinistre qui se réalise, donc quand mon animal Chichi se blesse ou a une maladie et qu'on va vouloir régler le sinistre. Donc, l'expert en sinistre a différentes fonctions. Il va notamment déterminer la cause du sinistre, il va fournir des explications à l'assuré, il va établir le montant de l'indemnité. Et là, on se ramasse dans la même réflexion qu'on a eue pour les représentants en assurance de dommages. Est-ce que ces personnes-là sont bien outillées pour être capables de faire leur fonction au regard de l'assurance pour animaux de compagnie? Encore une fois, quand on regarde tant la formation initiale, parce que c'est des gens qui sont inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui ont des règles à respecter, même chose pour la formation continue, on réalise qu'il n'y a rien qui touche de façon spécifique l'assurance pour animaux de compagnie. Donc, évidemment, il y a un questionnement à savoir si on n'a pas été préparé pour ça, est-ce qu'on est capable de faire nos fonctions d'enquête, d'estimation et de règlement des sinistres pour un produit qui nous est peu familier. À titre indicatif, je veux vous mentionner qu'au Nouveau-Brunswick, depuis 2024, on a pris une différente approche par rapport à l'expertise en sinistre pour l'assurance d'animaux de compagnie. On a mis en place une dispense qui fait qu'on n'a plus de recours à l'expert en sinistre dans le contexte de ce type de sinistre-là. Donc, on revient, dans le fond, à l'assurance de personnes dans laquelle il n'y a pas d'expert en sinistre. Hein, c'est l'assureur qui va avoir des gens à l'interne, voire parfois à l'externe, pour évaluer le sinistre, le règlement là, de la demande là, de l'assuré. Donc, on revient à ça. Alors, c'est une façon pour le Nouveau-Brunswick de reconnaître, j'ai envie de dire, la forme un peu particulière là, de ce produit qui est l'assurance pour animaux de compagnie. Donc, en conclusion, je pense que vous avez très bien compris que l'animal, est plus qu'un simple bien depuis au moins 2015, assurément avant, mais c'est un être vivant doué de sensibilité. Dans certains cas, c'est un membre de la famille. Donc, appliquer les règles de l'assurance de dommages peut entraîner ou entraîne déjà des tensions conceptuelles et pratiques, même dans certains cas peut-être philosophiques. Donc, la nécessité d'une réflexion sur l'adéquation de ce cadre juridique-là à la réalité de ce produit-là qui, visiblement, à sa lecture même, emprunte des concepts des deux régimes. La réflexion est nécessaire. Puis c'est inévitable qu'on importe des concepts de l'assurance de personne parce qu'on a un être vivant et on vient assumer des frais liés à des accidents ou des maladies. Donc, je pense qu'on s'en sortira pas. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça passe par un ajustement du Code civil, une adéquation de certains éléments au niveau de la souscription, au niveau de la résolution, de la résiliation du contrat et au niveau de l'indemnisation, peut-être, parce que j'ai soulevé tout à l'heure plusieurs éléments qui touchaient finalement toutes les étapes de la vie du contrat. Est-ce que ça passe par l'adaptation des assureurs? Parce qu'évidemment, je vous le disais tout à l'heure, le fait de dire je ne vais pas soigner votre animal, je vais plutôt le remplacer de mon plein gré, ça peut entraîner certaines frictions. Donc, on présume que dans le cadre de l'application du contrat, il risque d'y avoir une certaine souplesse, tant dans l'application, peut-être que même dans le contenu. Est-ce que ce sera de dire on va accorder finalement plus de droits dans le contrat que ce qui est prévu au code. C'est peut-être une piste de solution. Au niveau de l'ajustement des directives d'indemnisation, comme je vous disais, d'avoir un petit peu plus de souplesse à ce niveau-là, pour des fins notamment commerciales. Ce sont des pistes ou ce sont des éléments qui seront à analyser au fil des années. Là, comme on disait, c'est un produit qui est on le qualifie d'émergent, mais la croissance est là. Donc, il risque d'avoir de plus en plus de réclamations, peut-être de plus en plus de contestations. Pour l'instant, la jurisprudence est limitée. On parle d'une poignée de décisions, principalement de petites créances. Mais est-ce qu'une jurisprudence va se développer autour de ce concept-là dans les années à venir? À voir. Au fil de l'augmentation peut-être de l'inflation et des frais vétérinaires, là, peut-être qu'il y aura des décisions plus majeures qui seront rendues. Je faisais la blague lors de la dernière formation. Il suffit que l'animal d'un avocat soit blessé ou nécessite une contestation au niveau du contrat, peut-être pour que ce soit poussé un peu plus loin. Ouais. Moi, de mon côté aussi, je pense qu'il faut réfléchir à l'évolution du cadre des intermédiaires financiers. La clé, probablement, par de la formation continue.
Si la Chambre de l'assurance mettait en place une bonne formation pour les représentants en assurance de dommages et pour les experts en sinistre, on viendrait déjà régler une partie du problème. On pourrait aussi penser à une certification complémentaire. Alors, quand vous avez fait une formation plus élaborée sur le sujet, on vous donne la certification là, assurance pour animaux de compagnie. Ça pourrait être aussi piloté par la Chambre de la sécurité. Maintenant, la Chambre de l'assurance, mes excuses. Fusion entre les chambres. On pourrait aussi réfléchir à la dispense que le Nouveau-Brunswick a mis en place pour les experts en sinistre. Sur ce point-là, je pense quand même qu'avant de bouger, il faut se poser la question, est-ce que le régime en assurance de personnes où on n'a pas d'experts en sinistre inscrits, donc c'est des membres du personnel de l'assureur et un peu à l'externe qui gèrent les dossiers, est-ce que ça, c'est préférable à avoir un expert en sinistre inscrit auprès de l'autorité? J'ai pas la réponse à la question, mais je pense que c'est bon d'y répondre avant de mettre en place là, une dispense. Et pour terminer, ben, on a bien fait ressortir qu'il y a des différences entre les produits sur le marché. Est-ce qu'on pourrait, avec la réglementation financière, tenter d'uniformiser les produits? Là, je prends le cas de l'assurance auto, où le contrat d'assurance est quand même assez standardisé. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Bon, peut-être qu'en ce moment, le marché n'est pas assez important, mais il y a quand même une réflexion à faire là. Parce que si on bouge à différents niveaux pour venir adapter le cadre juridique, bien sûr, on va mieux protéger le consommateur, mais l'autre élément qui n'est pas à négliger, c'est que peut-être qu'on va attirer une offre de produits québécois. Parce qu'en ce moment, on le disait tantôt, il n'y a pas d'assureur québécois qui l'offre. C'est des produits qui sont de l'extérieur distribués au Québec, bien sûr, mais qui ne viennent pas d'assureurs québécois. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être l'œuf ou la poule, ça prend des assureurs québécois pour que le régulateur bouge. Là, je ne peux pas répondre, mais c'est sûr que nous, notre souhait avec Sur Info aujourd'hui, c'est de mettre les premières pierres à la discussion. Hein, évidemment, on n'a pas réponse à tout. Ce qu'on a fait, on prétend pas à la perfection ni à l'exhaustivité, mais on voulait déjà laisser une trace sur ce produit-là, sur le cadre juridique de ce produit-là, et on va rester à l'affût de la suite des choses, voir si l'assureur ou les assureurs ou le régulateur va bouger, puis on va continuer d'observer ce sujet parce que c'est un beau terreau fertile pour être capable de peut-être faire bouger les frontières du droit de l'assurance et tout ça pour assurer la protection des consommateurs. On vous remercie. Et puis, on va prendre une petite période de questions. Alors, il y a des gens dans la salle. Il y a un micro pour vous. On a amélioré notre processus, mes amis. On a maintenant un micro pour les questions. Et s'il y a des questions en ligne, j'ai une auxiliaire là, qui pourra les relayer. J'ai des étudiants qui doivent quitter pour leur cours. Il n'y a pas de problème. Allez-y. C'est une formule qui est faite pour vous. On comprend. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Alizé. Bonjour. En fait, moi, je me demandais, est-ce que, vu qu'on considère un peu que la source de tout ça, là, de l'application du régime de l'assurance des dommages, c'est en lien avec l'article du Code civil, qui pose un peu de problème de dire des êtres, en fait, les animaux sont des êtres doués de sensibilité qui ont des besoins biologiques. Est-ce que vous croyez qu'un jour, il y a un juge, justement, qui va se décider à exclure, à ajouter, si je peux dire, une espèce de à cet article-là pour justement écarter le régime de l'assurance de dommages puis imposer le régime de l'assurance de personnes? Écarter le deuxième alinéa de 898.1 pourrait être difficile parce qu'on dit clairement que toutes les dispositions en matière d'assurance de biens s'appliquent. Par contre, il va falloir sous-peser ça avec la loi j'ai oublié le nom officiel, mais la loi qui sur l'amélioration de la situation juridique de l'animal. Voilà, qui prévoit certaines obligations justement de soins, de porter secours, etc. Donc peut-être que dans le cadre d'une interprétation jurisprudentielle, on pourrait se dire si on refuse de soigner l'animal, on vient contrevenir peut-être à ces obligations-là. Donc peut-être que ce sera ça la piste de sous-peser ces dispositions-là. Est-ce que cette loi-là est appelée à être bonifiée, modifiée? Peut-être aussi. Donc, en fait, tout est sur la table. Moi, ce que je serais curieuse de savoir, puis j'ai pas eu la chance d'échanger avec des gens derrière le projet, mais est-ce que les effets dont on a parlé aujourd'hui, donc le fait que l'assurance applicable soit l'assurance de dommages, c'est quelque chose qui avait été anticipé lors du changement législatif qui a été apporté? Je suis pas certaine qu'on a pensé peut-être à toutes les ramifications, ou du moins aux effets que ça pouvait avoir dans le fin détail. Donc, ça serait à réfléchir.
Mais moi, je serais plutôt étonnée qu'un juge change le libellé, qu'on fasse un appel peut-être aux législateurs pour le changer. Ça, peut-être plus probable. D'autres questions dans la salle, des questions en ligne? Ah, il y en a une en ligne. Alors, Ariel va se faire votre porte-voix. On avait une question en ligne. On se demandait, est-ce que c'était généralement les chiens et les chats qui sont visés par ces polices-là, ou est-ce qu'on pourrait penser viser un lapin, un oiseau ou n'importe quel autre type d'animal? Effectivement, ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont des chiens ou des chats, mais effectivement, il y a été question de lapins, de furets, d'oiseaux exotiques. Rendu là, c'est une question d'analyse de risque. Là. Je ne sais pas quelle est l'ouverture de chaque assureur, mais théoriquement, un animal de compagnie pourrait être couvert là, suivant l'acceptation de l'assureur. Merci. Autre question? Ouais. Sinon, c'est ce qui met fin à notre conférence d'aujourd'hui. Permettez-moi, en terminant, de remercier Jessica qui a bien voulu embarquer dans ma folie il y a déjà 2 ans de l'assurance pour animaux de compagnie. Je remercie l'équipe des événements et des communications de notre faculté qui rendent ces midi conférences possibles. Merci également aux partenaires du laboratoire, donc l'Autorité des marchés financiers et Beneva. Et en terminant, je vous dis de rester à l'affût pour nos prochains événements. Un petit dernier avant la pause estivale, et ce sera notre colloque étudiant qui va mettre qui va mettre en lumière la relève étudiante en droit des services financiers à tous les cycles. Alors, on aura des étudiants du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. Le thème qui émerge de toutes les propositions qu'on a reçues, les nouvelles frontières de la protection des consommateurs face aux transformations du secteur financier. Alors, c'est le 15 mai prochain en après-midi et vous recevrez sous peu toute l'information là, qui touche cet événement. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Merci.